Bennett tire à boulet rouge sur Netanyahou, mais il a absolument pas déclaré il ferait pas le choix de le rejoindre. C'est-à-dire il est à la fois là et là-bas, et un pied par-ci, un pied par-là. Et nous allons faire à présent un petit tour de l'actualité politique israélienne et plus particulièrement de la campagne électorale en vue des élections du 23 mars prochain. Et pour cela, nous sommes ce matin, comme chaque lundi matin, avec Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Merci d'être avec nous, Richard, ce matin pour faire un petit tour un peu de ce qui se passe dans la campagne électorale. C'est vrai que la crise sanitaire prend beaucoup de place dans l'actualité israélienne, mais la campagne continue. Et plus particulièrement avec Naftali Bennett, le président du parti Yemina, qui a en vue de passer pour en fait, ce qu'on appelle le faiseur de roi. Donc pour ces élections du 23 mars, c'est peut-être lui qui va décider qui sera le Premier ministre, le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. Et avec une question, Oui, enfin, oui. Est-ce que lui-même pourrait être Premier ministre? Alors, c'est ça le paradoxe. D'ailleurs, je voudrais rappeler aux auditeurs que cette expression faiseur de roi, elle avait servi lors des deux premiers rounds électoraux d'il y a un an et demi à propos de Lieberman, puisque c'était lui dont on savait pas très bien s'il allait pencher vers la droite ou vers le bloc de la droite, vers religieux ou vers la gauche. Et en fait, on a vu qu'il avait choisi de ne pas soutenir Netanyahou, mais l'expression était sortie. Alors, aujourd'hui, ce poste à la fois enviable et peu enviable, revient à Naftali Bennett sous le simple effet de ce qui ressort des résultats des sondages, avec ce que ça vaut les sondages aujourd'hui, qui montrent, en tout cas cette semaine, que l'écart s'amenuise entre le bloc anti-Netanyahou mené par Yair Lapid de Yesh Atid et le bloc de la droite, puisque l'un des derniers sondages montre que le Likoud est descendu de 29 à 27 sièges et Yesh Atid à 19 sièges. Ça veut dire qu'il y a moins de 10 sièges qui séparent ces deux partis. Si ça continue comme ça, l'élection risque d'être incertaine et très incertaine le 23 mars. Et donc, ça positionne paradoxalement Naftali Bennett en position de faiseur de roi parce que, bon, lui, bien qu'aussi le parti de Gideon Sa'ar, Nouvel Espoir, est quelque peu baissé, mais Yamina se maintient à 11-12 sièges. Eh bien, c'est la quantité de sièges qui serait nécessaire pour faire un roi, c'est-à-dire faire Premier ministre, soit Yair Lapid, soit Benjamin Netanyahou, auquel il manquerait pas mal de sièges, puisque le bloc de la droite est entre 47 et 50. Et donc, si vous voulez, on dit que Bennett est un faiseur de roi, parce que c'est lui qui va recommander au Premier ministre, au vu des résultats du 23 mars, eh bien, avec qui former, selon son avis, avec qui il irait pour former le gouvernement. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bennett n'arrête pas de tirer à boulet rouge à la fois sur Benjamin Netanyahou en disant qu'il est incapable, il sera incapable de faire sortir Israël du chaos actuel, et en même temps aussi sur Gideon Sa'ar, puisque c'est son rival proche à droite. Et donc, on a une situation paradoxale dans laquelle il s'est mis lui-même. C'est que d'un côté, il va être, disons, la cheville ouvrière et l'élément décisif de la formation du prochain gouvernement, mais en même temps, il se dégage de sa position je dirais, un certain opportunisme, une certaine impuissance aussi, puisque à la fois il est en situation de puissance et en situation d'incertitude et d'opportunisme. C'est une situation paradoxale. Je ne sais pas si ça va pas le desservir le jour des élections. Oui, parce que pour le moment, que ce soit Naftali Bennett ou les personnes de son parti ne sont pas vraiment prononcés d'une façon claire s'ils allaient ou non rejoindre Benjamin Netanyahou. Ils parlent contre la politique très claire de Benjamin Netanyahou, mais ils n'excluent pas l'éventualité de rejoindre Benjamin Netanyahou dans un gouvernement. Oui, c'est l'angle d'attaque assez bien étudié de Gideon Sa'ar contre son parti Nouvel Espoir contre Bennett, en disant que Bennett tire à boulet rouge sur Netanyahou, mais il a absolument pas déclaré il ferait pas le choix de le rejoindre. C'est-à-dire il est à la fois là et là-bas, et un pied par-ci, un pied par-là. C'est pour ça qu'il y a une impression d'opportunisme qui se dégage et d'incertitude qui
qui contredit cette position qu'il a d'être le faiseur de roi, parce que c'est peut-être comme on risque d'arriver à une situation, on verra ça le soir du 23 mars, mais où au lieu d'être le faiseur de roi, il est le joker du roi. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé à Lieberman. On a tellement dit que c'était de lui dont dépendait le résultat des deux premiers scrutins que finalement, c'était pas le cas et que ça s'est passé ailleurs. Donc Voilà. c'est vrai que Bennett ferait bien de faire attention et de se faire conseiller à manier cette position qui paraît a priori avantageuse avec plus de tact et de finesse. Voilà, une stratégie politique qui risque peut-être d'être dangereuse. On le verra en tout cas le soir du 23 mars, après bien entendu les premiers résultats. Deuxième sujet que nous allons évoquer ce matin ensemble, Richard, ça concerne la droite israélienne avec cet accord donc, qui a été signé entre Ben Gvir et Smotrich, et Bezalel Smotrich, sous l'impulsion et sous la pression aussi, on dit, de Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou a dit qu'il n'y aura pas de ministre kahaniste au sein de son prochain gouvernement, mais il semble quand même que certaines promesses ont été faites dans ce sens. Écoutez, oui, là aussi, on est comme toujours dans la politique, j'allais dire la politique politicienne manœuvrière israélienne. On est dans les nuances et dans le flou. Parce que d'un côté, on a compris pourquoi Netanyahou avait poussé la semaine dernière absolument, et pas seulement la semaine dernière, bien avant, il avait poussé à ce qu'il y ait une union à la droite du Likoud, parce que cela pouvait renforcer la coalition si les partis en question passaient le seuil d'éligibilité. Et dans le cas où ça ne se passait pas, eh bien, il y avait un accord sur les restes électoraux qui aurait pu apporter un siège supplémentaire au Likoud. Et donc, il y avait tout intérêt à soutenir cette liste. Et c'est pas la première fois que Netanyahou soutient le parti de Ben Gvir. Il a essayé de le faire lors des autres scrutins, ça n'a pas marché. Or là, si vous voulez, Netanyahou voudrait le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire le soutien de Ben Gvir, d'Osman Yehudi, à sa coalition de droite, mais en même temps, il voudrait pas payer ce soutien par un poste ministériel proéminent. Et il a même déclaré, comme vous l'avez rappelé, qu'il n'y aura pas de ministre kahaniste. Donc, mais par contre, il négocie sous la table. On parle aujourd'hui de la demande, en fait, la demande de Ben Gvir, qui sait très bien à quoi s'en tenir. C'est très bien qu'il aura en principe pas, sauf surprise, de poste de ministre. Et il négocie actuellement la présidence d'une commission de la Knesset très importante, puisque lui est son avocat, Ben Gvir, qui se bat sur le front juridique. Eh bien, il a demandé la présidence de la commission des lois et de la constitution de la Knesset, une commission très importante au niveau des structures politiques et juridiques du pays. Et donc, c'est ce sur quoi se fonde cette bataille et ce bras de fer. On ne sait pas très bien ce qu'il en ressortira. Toujours utile que Netanyahou, lui aussi, devrait prendre certaines précautions parce que Ben Gvir est un peu inattendu. Il a des poussées, je dirais, de fierté et d'autonomie. Et si on le fait trop, si on marchande trop avec lui, il se peut qu'il retire son soutien. D'autant que ce front, cette espèce de liste tactique qui a été créée entre Ben Gvir et donc Smotrich, ça vaut aussi pour le Likoud, c'est-à-dire que c'est pour l'instant ce soutien de la droite, voire même de l'extrême droite israélienne au Likoud est extrêmement technique et il est à même de pouvoir exploser si l'un des, enfin en tout cas si Ben Gvir n'est pas satisfait des maigres propositions que pourrait lui faire Netanyahou. Alors ça, c'est concernant donc du côté de droite et ça nous amène à voir cette réflexion qu'on a commencé à avoir déjà la semaine dernière, Richard, concernant la réforme du système électoral israélien, avec donc cette force justement, comme on le voit, de ces petits partis, puisque Ben Gvir ou Bezalel Smotrich représentent une partie, on va dire, très petite de l'électorat israélien et risque d'avoir une force très considérable le soir du 23 mars prochain. Alors, quelle réforme du système électoral pourrait enfin redonner toute sa diversité et sa représentativité à la classe politique israélienne, Richard? Oui, la plupart des spécialistes de droit constitutionnel ou
du système politique israélien qui propose et depuis d'assez longues années des réformes. Je rappelle aux auditeurs qu'il existe à la Knesset depuis plus de 22 ans un comité pour une nouvelle constitution, mettre en place un nouveau système politique. Et bien la plupart des experts notent ce qu'on avait simplement signalé en une phrase la semaine dernière et qui est très très prégnant en Israël, à savoir qu'il y a une telle différence entre le pays légal, c'est-à-dire les institutions, la Knesset, et, on pourrait dire l'aquarium où nagent les poissons politiques du pays, et le pays réel, c'est-à-dire les électeurs et la diversité israélienne. Il y a une telle différence que ce système a bien montré, indépendamment d'ailleurs du Covid ou de la pandémie actuelle, qu'il était arrivé à une impasse totale, et donc se pose la question de sa réforme. Or, la plupart des experts n'osent pas trop avancer des solutions radicales, mais on a parlé ces derniers temps, plusieurs professeurs de sciences politiques, etc. Et d'ailleurs, curieusement, le seul candidat en lice qui ose parler de ce sujet jusqu'à maintenant, c'était Guidon Sarr, qui a proposé, même qui a déposé un projet de loi de réforme électorale il y a à peu près 2 mois, dans lequel il proposait qu'on en finisse avec le système proportionnel intégral, c'est-à-dire que chaque électeur qui élit une liste de partis, et c'est ça qui donne le pouvoir aux partis, c'est le règne des partis en Israël, et des petits partis, surtout que maintenant la grande bipolarité de droite-gauche a explosé. Et donc, pour en finir avec ça, ces professeurs proposent, et Guidon Sarr lui-même a repris cette initiative en proposant que sur les 120 députés de la Knesset, on conserve le système actuel d'élection donc à la proportionnelle intégrale de liste pour 60 des 120 députés, c'est-à-dire on continuerait avec le même système pour pouvoir faire une transition en douceur et pas tout changer du jour au lendemain. Donc on garderait le même système pour 60 députés, la moitié de la Knesset, on va dire 60 députés sur une base nationale, idéologique, politique, de partis, et les 60 autres seraient élus dans des circonscriptions régionales, donc qu'on dessinerait. Et là aussi, se trouve un enjeu de poids, comme on peut imaginer, puisque dans les pays où c'est le mode de scrutin comme en France, scrutin majoritaire de circonscription à 2 tours, et bien évidemment, tout dépend comment on a dessiné les circonscriptions, mais en tout cas, ça aurait le mérite, si vous voulez, si cette réforme était décidée un jour, ça aurait le mérite de faire surgir d'autres leaders politiques, d'autres voix, et on sait très bien que dans les régions, dans les conseils régionaux, dans les villes, il y a des leaders naturels, des gens notamment qui agissent sur le front social, sur le front économique, qui sont pas forcément liés à une idéologie d'un parti spécifique, mais qui donc pourraient se faire élire sur une base régionale. Et surtout, ce qu'a comme impact, et ce qui est l'argument de poids de ceux qui préconisent cette solution, c'est que ces nouveaux leaders, d'abord, ça renouvellerait la classe politique israélienne pour moitié, et ensuite, cela permettrait enfin aux électeurs de contrôler leurs députés, de demander des comptes à leurs députés, chose qu'ils ne font pas, puisque la seule instance aujourd'hui devant laquelle tel ou tel député de tel ou tel parti a à rendre compte, c'est devant le parti qu'il a mis sur sa liste. Et donc, les députés obtiennent un siège pour 4 ans, ils n'ont aucun compte à rendre à leurs électeurs, ils font ce qu'ils veulent, ils changent de bord, ils votent comme ils veulent. Alors que quand on élit un député dans une circonscription et que 4 ans après ou quelques années après, il revient vers les électeurs ont suivi, ont vu ce qu'il a fait et le sanctionnent ou le soutiennent. Et ça permettrait en partie, je dirais, surtout si on commence que par la moitié de la Knesset, mais ça permettrait en partie de combler ce fossé qui est très désespérant, et d'ailleurs générateur d'abstention. Il y a de plus en plus d'abstention aux élections israéliennes, sauf un peu peut-être les dernières fois, mais il y a une tendance à l'abstention. Ça permettrait de rapprocher le pays réel du pays légal. Je signale qu'un pays comme les États-Unis, un grand pays comme les États-Unis, bon, évidemment, démographiquement, politiquement, ça n'a rien à voir avec Israël, mais dans le nouveau cabinet du président Biden, qu'on soutienne ou qu'on ne soutienne pas, peu importe, il y a quand même sur les 25 membres de son cabinet, il y a 12 femmes déjà, presque la moitié. Il y a des gens de toutes les origines, etc. Or, Israël, c'est aussi un pays, c'est aussi une mosaïque ethnique et sociale. On pourrait imaginer que si le pays réel était vraiment représenté à la Knesset, entre autres grâce à ce début de réforme, eh bien, il y a plus de femmes, il y a plus les couleurs d'Israël, les couleurs des bigarrées minorités, de la la représentation des minorités aussi. Au lieu d'avoir à faire une classe politique monolithique qui se renouvelle d'ailleurs d'autant moins, puisque à chaque élection, on prend les mêmes et on recommence. Le seul renouveau, je le signalais aussi la semaine dernière, mais c'est un symptôme de faiblesse, eh bien, le renouveau, c'est l'entrée en liste des anciens chefs d'état-major
qui se prennent pour les sauveurs du pays et dont l'efficacité n'est pas toujours évidente au plan politique. Et ça a tendance à se multiplier, puisque si dans l'histoire d'Israël, il y a eu un Sharon, un Rabin, aujourd'hui, on a aussi d'anciens chefs d'état-major qui font 3 petits tours et puis s'en vont. Et donc, en fait, on aurait besoin si ce n'est d'une école de cadre, d'une ENA israélienne, mais ça viendra peut-être après, on aurait besoin déjà de renouveler, de revigorer, de revivifier la classe politique israélienne en faisant surgir, grâce à cette réforme électorale, des hommes connus localement et régionalement qui illustrent cette diversité israélienne et qui ne seraient pas forcément vendus à tel ou tel parti ou telle idéologie. Et d'ailleurs, en annexe, je terminerai en disant que cette réforme permettrait de dépassionner les primaires et les enjeux des joutes politiques internes à chaque parti, puisqu'on a vu lors des dernières décennies que les primaires des grands partis comme le Likoud, le Parti travailliste et d'autres donnaient lieu à des foires d'empoigne et aussi à de la corruption. Et donc, ça assainirait pas mal, je dirais, une partie en tout cas de la vie politique si on commençait par cette réforme, à ceci près que à chaque fois qu'on parle de réforme, eh bien, on est avec un monstre du Haut-Knesset qui, si j'ose le dire, se mord la queue, puisque pour qu'il y ait réforme, il faut que la Knesset et oui, c'est ça le problème, c'est quand 2 tiers. Et que donc on sait bien que les députés, la majorité des députés qui vivent de ce système et des partis qui vivent de ce système vont pas voter leur sabordage, ils vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Alors quand on a posé cette équation, on se dit que la seule chance pour que dans les années qui viennent, ça prendra du temps, il y ait une véritable réforme électorale, il faut que le peuple dise son mot et que le peuple, s'il était sorti pour le prix du yaourt et du cottage et le prix des maisons en masse dans les rues pour demander plus de justice sociale il y a 5-6 ans, eh bien qu'il puisse un jour se mobiliser pour changer la règle du jeu et passer enfin, après 73 ans de système désuet, de système électoral désuet, à la seconde République israélienne. Très bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la campagne électorale en Israël, donc avec, je vous rappelle, des élections qui auront lieu le 23 mars. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Richard Darmon, merci. À la semaine prochaine, bonne nuit.